intervention suivante. Là, nous allons avoir le plaisir de démystifier un peu l'e-commerce. Une fois n'est pas coutume, puisqu'on est plutôt là pour justement l'incenser. Attention, soyons prudents. Damien Jacob, vous êtes expert au sein du cabinet conseil Rétis. Vous avez choisi de nous démonter les 7 principaux mythes qui circulent autour de l'e-commerce. Quand je vous ai posé la question de savoir pourquoi 29% des e-commerçants belges généraient moins de 800 € par an, j'ai été très surprise en fait d'apprendre que ce chiffre reprend une proportion importante de sites qui sont créés pour tester sans vraiment de suivi. Et que donc ce chiffre n'est pas à prendre au sens littéral et que c'est pour vous un autre chiffre beaucoup plus interpellant qu'il faut mettre en exergue. Nous vous écoutons. Bonjour Damien. Oui, bon, bonjour Muriel. Je vais partager mon écran. Je n'ai pas encore la possibilité de diffuser ma vidéo. Voilà, c'est parfait. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Et merci Muriel pour cette présentation d'introduction. Effectivement, je vais peut-être m'adresser un peu plus à ceux qui comptent se lancer dans l'e-commerce, parce que dans notre expérience un peu de tous les jours au niveau du cabinet conseil Rétis, nous nous en rencontrons pas mal et nous en rencontrons parfois même certains qui viennent nous trouver un peu tard parce qu'ils sont lancés et ils sont un peu surpris parce qu'au début, ils étaient persuadés que c'était assez facile de se lancer dans l'e-commerce. Et puis, quand ils ont un peu testé, ils ont été remplis de quelques désillusions et on se rend compte qu'il y a un fort taux d'échec. Et c'est un petit peu ça qui m'a amené à faire cette petite présentation pour montrer un peu les différences parfois entre les mythes qui circulent sur l'e-commerce et un petit peu les réalités du terrain pour trouver le juste milieu entre les deux. Alors, on a parlé un peu des cierges de Lourdes et donc des miracles que l'on peut voir. Oui, parfois ça arrive, un miracle en matière d'e-commerce, mais bon, la réalité est d'un même côté assez enthousiasmante, mais d'un autre côté parfois loin d'être miraculeuse. Voilà, alors je vais partager mon écran avec la présentation. Voilà. Alors, si vous souhaitez d'ailleurs télécharger à la fin de mon exposé la présentation, voici le lien qui sera d'ailleurs rediffusé tout à la fin. Vous tapez retis.be/les 7 mythes en un seul mot pour pouvoir télécharger cela. Voilà. Alors, je vais reprendre un petit slogan de la Loterie nationale qui se diffuse et qui est parfois un peu utilisé au niveau de l'e-commerce. Devenons scandaleusement riches, soyons e-commerçants. Et certains d'entre vous, vous avez probablement vu circuler sur les réseaux sociaux ce genre d'échanges assez mirobolants de gens qui ont réussi, en tout cas qui déclarent avoir réussi en e-commerce et gagné plein d'argent, qui indiquent 1 000 € par mois automatiquement, sans risque. Là, encore plus ambitieux, 8 000 € par mois sur Internet. Bon, on n'a pas tout à fait vérifié l'orthographe avant de publier cela, visiblement. Alors, ce genre de communication, probablement que si vous avez un tout petit peu passé du temps sur les réseaux sociaux ou sur YouTube à propos de l'e-commerce et de la possibilité de se lancer comme e-commerçant, vous avez dû voir ce genre de communication. Il y a même un moment, je pense que ce site-là vient de fermer, il y avait le site enfinrentier.com, la méthode pour vivre de vos rentes sur Internet. Est-ce qu'il suffit de mettre un .com à son activité et que les dollars affluent, comme le laisse un peu penser ce petit cartoon? Alors,
C'est clair, on est dans un secteur qui est en pleine croissance. Vous voyez en dessous les chiffres du département fédéral du commerce aux États-Unis, les tout derniers chiffres. Et vous voyez en 10 ans la progression, c'était 5% du commerce de détail qui se faisait en ligne. Et maintenant, la Covid-19 a donné encore un petit coup d'accélérateur et on arrive au deuxième trimestre de cette année à 15% du commerce de détail qui se fait en ligne. Donc, une belle croissance régulière, si ce n'est quelques petites fluctuations saisonnières avec toujours un quatrième trimestre de l'année qui cartonne. Mais c'est clair, une croissance de 10% de l'e-commerce alors que le reste de l'économie est plutôt une croissance de 1,5% en Europe occidentale, ça laisse un peu rêveur et il y a des raisons de voir effectivement l'intérêt. Et on peut être encore plus optimiste pour la Belgique, puisque quand on compare à quasiment chiffres égaux, on voit qu'en Belgique, on est pour l'instant à 7,5% du commerce de détail qui se fait en ligne. Donc, il y a encore une sacrée marge de progression par rapport aux États-Unis. Ça, c'est le bon côté. L'autre côté aussi, qui montre qu'on est encore loin d'un Eldorado, c'est que sur les 30 000 boutiques en ligne qu'il y aurait à peu près en Belgique, c'est quand même un chiffre qui surprend. 85% des boutiques en ligne ne génèrent pas plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Je parle de chiffre d'affaires annuel, je ne parle pas de bénéfices. Donc, on voit tout de suite que l'Eldorado, il ne suffit pas de lancer sa boutique en ligne pour pouvoir en vivre. Alors, c'est clair, beaucoup lancent une boutique en ligne en faisant une activité à côté, une activité parfois de salarié ou une activité d'indépendant et gèrent un magasin, gèrent un magasin physique et donc ont un complément de revenus grâce à cela. Donc, ça, c'est évidemment des situations où on ne va pas se plaindre d'avoir un petit complément de revenus, mais on est loin de la facilité que je vous ai montré de gens qui pourraient gagner aussi facilement 5 000 euros net par mois de son site. Et on voit surtout qu'il y a une grande concentration, sans grande surprise. C'est comme la grande distribution physique. On voit que seulement 4% des e-commerçants arrivent à faire 90% de l'e-commerce en Belgique. Et donc, ce qui est positif, c'est que le gâteau grandit, le gâteau sur lequel on peut grignoter, le gâteau de l'e-commerce, il grandit, mais aussi le nombre de gens qui veulent en profiter grandissent. Et il y a des gens qui ont un plus grand appétit et qui ont des meilleures facilités de le prendre. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Des chiffres en France montrent que, si on voit du côté positif, 50% des e-commerçants ont une activité rentable, mais on peut voir aussi que 50% n'ont pas une activité pour l'instant rentable. Ce qui est positif, c'est que la rentabilité augmente et on voit que pour ce taux de 50%, il était seulement de 33% en 2017. Et petite parenthèse sur laquelle je reviendrai, en B2B, on voit que la rentabilité est meilleure en général qu'en B2C, donc en B2B, quand on vend à des professionnels. Et alors, on a l'occasion souvent de voir quelques plans d'affaires et certains mettent comme ligne de progression des revenus, des recettes, le petit trait en pointillé en vert, en disant ça va exploser les ventes de mois en mois. Et ici, vous découvrez en fait les résultats financiers de quelqu'un qui s'est lancé dans l'e-commerce. Et vous voyez que la courbe réelle verte, elle est loin d'être la courbe telle que beaucoup se l'imaginent. Mais voyons quand même clairement qu'en 2 ans, cet e-commerçant a réussi à rentabiliser son activité, à rembourser ses investissements et donc finalement peut se payer son propre salaire puisqu'il a réussi à lancer son activité. Mais ça ne s'est pas fait aussi vite qu'il aurait imaginé. Donc, voilà le premier mythe. Devenez scandaleusement riche, soyez e-commerçant. C'est pas, vous voyez, aussi vrai que cela dans la réalité. Ceux qui racontent cela, peut-être qu'eux, ils arrivent parfois à s'enrichir en vendant des vidéos qui expliquent des choses simples. Il y a des vidéos tout à fait pertinentes, mais
comme vous le savez, hein, la plupart du temps, quand on se vante de gagner de l'argent, plein d'argent, c'est plutôt étonnant, hein. La plupart des gens qui réussissent vont être discrets ou en tout cas vont partager leur succès et leurs petites astuces à un club relativement réduit de personnes. Alors, ça m'amène à parler un peu des autres mythes, hein, qu'on va un petit peu voir. On voit souvent aussi de l'idée qu'en commerce physique, il y a un tas d'inconvénients. Il faut gérer des stocks, certains m'ont même dit, il faut qu'on fasse un effort de sourire aux clients. Et beaucoup qui s'imaginent en ligne, ben, c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de contraintes. Et il y a un mot magique qui revient souvent, le dropshipping. La possibilité de pouvoir vendre sans avoir les inconvénients habituels de la vente en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est un peu le dropshipping? Pour ceux qui ne le savent pas encore très bien, ben, c'est la possibilité de vendre des produits dont on n'a pas les stocks. Quand quelqu'un passe commande sur notre boutique en ligne, en fait, on va aller soi-même, en tant que vendeur, acheter sur le site d'un fabricant, d'un importateur, le produit commandé, et on va demander à l'importateur de directement livrer au client. Donc oui, ça a un côté intéressant puisqu'on ne va pas devoir s'occuper de la logistique et on ne va pas devoir immobiliser de l'argent avec des stocks. Alors voilà, typiquement une activité de dropshipping. Quelqu'un qui a repéré, ben, vous voyez ici tout en dessous à gauche un beau peignoir sur AliExpress et il se dit je vais le vendre. Alors sur AliExpress, il est proposé à 18,60 $ et ben, cet e-commerçant se dit je vais créer un site et je vais le vendre à 40 € et je vais empocher la différence. Petite précision, il n'y a rien d'illégal évidemment à prendre une marge par rapport à ce qui se vend sur AliExpress, hein. C'est tout à fait possible évidemment de faire un business là-dessus. Ce qui est moins un business légal, c'est évidemment de publier des faux avis, comme on peut le voir ici, des avis complètement bidons ou que l'on achète même sur des sites, hein. On télécharge des centaines d'avis que l'on ajoute sur son site. Alors, je vous l'ai dit, il y a des avantages clairement sur le dropshipping. Donc, le but n'est pas de dire il ne faut pas en faire. Il n'y a pas de stock, pas besoin de s'occuper des expéditions. Par contre, ben, il y a des éléments d'inconvénients dont on ne se rend pas toujours bien compte. Clairement, la réglementation européenne porte la responsabilité de la vente sur le vendeur et non sur l'importateur ou le fabricant. Donc, la qualité, les aspects qualité, la responsabilité de la garantie légale, elle incombe au vendeur et pas au fabricant. Donc, il n'y a pas d'obligation pour le fabricant de garantir son produit, surtout évidemment s'il est non européen, mais il n'est pas tenu du tout d'avoir quoi que ce soit comme garantie à ce niveau-là. Par contre, le vendeur qui vend un produit, quel qu'il soit, il doit garantir pendant 2 ans la qualité du produit. Il doit être aussi responsable de la bonne application de la TVA et des taux de douane, puisqu'il est le vendeur. Et quand il importe des produits qui viennent d'Asie, par exemple, il doit lui-même déclarer la TVA à l'arrivée des produits sur le territoire européen. Alors évidemment aussi, quand on fait du dropshipping et qu'on ne s'engage pas sur des volumes de vente, on fait en général beaucoup moins de marge bénéficiaire que quelqu'un qui achète, je sais pas, 500 peignoirs et qui va les vendre à l'unité. Évidemment, il va recevoir une marge plus intéressante s'il s'engage sur une quantité et donc il prend un stock avec un certain risque. Puis il faut aussi bien penser que quand on fait du dropshipping, on a une responsabilité de la gestion des flux retours. Donc, ça sera à agir puisque la réglementation en Europe impose que l'acheteur ait le droit de pouvoir se rétracter dans les 14 jours, sauf quelques exceptions légales, mais la plupart du temps, il y a cette obligation de permettre ce retour pour le consommateur. Et puis en plus, clairement, c'est une stratégie surtout de court terme parce que si vous lancez la vente de ce beau peignoir et que ça marche, il y aura forcément très vite d'autres personnes qui feront exactement pareil. C'est très facile à faire pareil. Donc oui, c'est intéressant de pouvoir faire ce genre de modèle. Par contre, en fait, on s'évacue des contraintes, mais il faut se rendre compte que ces contraintes, c'est souvent la force d'une boutique en ligne que de gérer correctement la logistique. Et donc, on pense pouvoir se faciliter la vie, mais en fait, on rend beaucoup plus possible la compétition que si on s'occupe de devoir gérer ce genre d'aspect très concret. Alors,
Petit mythe suivant aussi qu'on entend, c'est l'idée, oh, faire l'e-commerce, c'est beaucoup moins contraignant que de gérer un magasin physique en termes de temps. Un magasin physique, il faut être derrière le comptoir de 10 heures à 18 heures. Faire de l'e-commerce, c'est peinard, ça marche tout seul, sans qu'on ait à s'en occuper. Et bon, certains entraînent parfois un peu le mythe en disant, ben, on reste tranquillement au bord de la plage et on gère sa boutique en ligne. Quand on voit ça sur les réseaux sociaux, ben, quand on est gérant d'un magasin physique, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans son magasin physique? Et on se dit, on fermerait bien boutique et on ferait toute notre activité en ligne. Voilà un exemple d'une boutique en ligne, une boutique physique que j'avais croisée à Toulouse, qui a fait ce choix de fermer boutique physique. Mais comme l'évoquait Muriel tout à l'heure, on parle de plus en plus justement de phygital et donc en fermant boutique physique, parfois ben, on va s'exclure la possibilité de combiner le magasin physique et le magasin en ligne. Donc ce n'est pas forcément déjà une bonne stratégie de fermer boutique. Et ben, souvent, en plus, ce qu'on va faire par erreur, c'est d'abord concevoir la boutique en ligne avant de réfléchir à la stratégie que l'on va mener. Qu'est-ce que, concrètement, comment on va se positionner par rapport à la compétition existante. Alors, en magasin physique, on a l'avantage de pouvoir être limité par une zone géographique et donc la compétition, elle est limitée, elle est juste au sein de cette zone géographique. Un vendeur de petits trains miniatures qui est installé, mettons, à Liège, ben, s'il y a quelqu'un qui fait la même activité à Lille, ben, ils ne vont pas se retrouver en concurrence en magasin physique. Tandis qu'en ligne, ben, la compétition, elle est bien réelle. D'où l'importance de bien définir sa stratégie globale, quel business model on va mettre en place, de quelle manière on va se différencier de la concurrence. Et cette stratégie globale va engendrer une stratégie commerciale. Va-t-on vendre en direct, de façon indirecte? Je vais un peu y revenir. Et puis, on va aussi découler la stratégie de communication et la stratégie de marketing, comment on va faire venir des visiteurs sur notre site. Alors, en parlant justement des axes de différenciation, on a tout intérêt à vraiment bien se différencier de la concurrence quand on vend en ligne. Alors, l'argument souvent idéal quand on est commerçant, c'est de dire on vend les prix, on a les prix les plus bas. Sauf qu'en ligne, cet argument-là, il est vraiment très difficile à tenir puisque la compétition, elle est mondiale, il n'y a pas vraiment de limite. Et si on ose dire on vend les prix les plus bas, mais il y aura bien quelqu'un dans le monde qui dira je vais relever le défi, je vais encore vendre plus bas. Et les guerres tarifaires, à qui est le gagnant de ce genre de guerre tarifaire? En général, celui qui est le plus gros, qui peut obtenir des meilleurs prix d'achat, et donc qui peut diminuer facilement les prix de vente, et celui qui peut faire le gros dos et qui peut se permettre pendant plusieurs années de peut-être pas gagner beaucoup d'argent, voire même pas du tout, hein, comme certains acteurs. Hein. N'oublions pas qu'un acteur très puissant sur le marché qui s'appelle Amazon, ben, dans l'activité e-commerce en Europe continentale, si j'enlève les Royaumes-Unis, Amazon n'est, semble-t-il, toujours pas rentable. Hein. Et d'autres acteurs ont des difficultés à être rentables, mais combinent parfois d'autres sources de revenus pour l'être, hein, ce qui est le cas clairement d'Amazon avec son activité cloud, son activité informatique. Donc, se battre sur le prix, ce n'est pas la bonne stratégie. Par contre, peut-être se battre sur la qualité, sur l'exhaustivité, avoir le plus de produits dans un domaine. Hein. Je prends l'exemple de pêcheur.com, c'est un spécialiste de la pêche, des articles de pêche et de chasse. Sur son site, il y a 150 000 références différentes. Et ben, même Amazon n'est pas capable d'avoir autant de références différentes dans ce domaine pointu. Donc, on peut se différencier, même de géants, en ayant une offre plus complète dans un domaine. On peut se différencier d'un géant en donnant des conseils, en créant un esprit de communauté, en permettant une personnalisation du produit, en facilitant la commande, en ayant un très bon service après-vente. Et puis, encore un argument qui marche très bien en ligne, c'est de jouer sur les valeurs. D'autant plus que les valeurs permettent de justifier qu'on n'a pas forcément le prix le plus bas. Ça peut être le circuit court, ça perd le caractère authentique, durable, équitable, sain de nos produits. Ce sont des valeurs qui permettent de se positionner sur le marché. Et on aura l'occasion tout à l'heure d'entendre des témoignages d'e-commerçants qui jouent aussi sur ces valeurs. Et alors,
un élément aussi très pragmatique, c'est de bien soigner la logistique. Alors, on pense, quand on parle logistique, souvent livraison, mais avant la livraison, ben, il y a ce qu'on appelle le fulfillment, hein, assurer le bon stockage des produits, ce qui implique aussi d'être correctement approvisionné en temps utile pour ne pas avoir de trop grands délais d'attente. Il faut gérer le picking, il faut gérer l'emballage. Puis, qui dit livraison, dit aussi en e-commerce retour, et tout cela nécessite une bonne organisation pour que notre site soit efficace. Sur le terrain, ce que je constate, un très grand nombre de projets, malheureusement, ont comme talon d'Achille la logistique. C'est là-dessus que parfois le projet n'a pas atteint les résultats qu'on imaginait, parce que c'est en fait un facteur très, très complexe en général à gérer. Donc, voilà un exemple d'un e-commerçant, New Pharma, qui est hyper organisé pour assurer cela, qui était déjà bien organisé avant la crise sanitaire et bon, qui a réussi quand même à bien relever le défi, même si ça n'a pas été tous les jours facile à ma connaissance, mais ils ont évidemment une croissance énorme de leur activité lors de cette crise-là. Et c'est ça a pu être gérable grâce à une très bonne organisation déjà auparavant, et une organisation technique, organisationnelle et humaine. Alors, on essaie d'être positif, mais je voulais quand même montrer, parce que certains disent: «Ah, c'est souvent les petits qui se plantent». Eh ben, vous voyez un exemple d'une société qui a quand même derrière un grand actionnaire allemand et qui a dû faire le constat que ils étaient mal partis et ils ont arrêté leur activité de webshop l'année dernière. C'était surtout le côté logistique et le côté organisationnel qui a posé des difficultés, puisqu'ils se positionnent un petit peu comme une marketplace et c'était une stratégie qui n'était pas tout à fait bien établie et une logistique pas bien établie. Alors, bon, ils sont en train de préparer un, un nouveau plan d'action et on leur souhaite plein de chance de pouvoir se relancer. Mais c'est juste, je voulais montrer quand même que ce n'est pas que ça peut être aussi des sociétés qui ont pourtant des capitaux, qui peuvent aussi ne pas réussir aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. Alors, quatrième mythe, le mythe que la réussite va passer par le bon choix de la plateforme technique, que si on a trouvé la bonne plateforme, on va réussir. Et j'entends souvent des personnes qui me disent: «Oh, je ne vais pas pouvoir réussir l'e-commerce parce que je n'y connais rien, je ne suis pas informaticien». Ouais. Là, je crois qu'il y a énormément de personnes qui peuvent témoigner qu'ils ont bien réussi dans l'e-commerce sans être informaticien, sans s'y connaître en programmation, que la difficulté ne vient pas là. C'est très, très rare que c'est au niveau de la plateforme qu'il y a des difficultés. Et quand il y a des difficultés techniques, ce n'est pas tellement là où on l'imagine. On l'imagine souvent: «Ah, le site ne va pas bien répondre». Mais non, en fait, là, les problèmes techniques sont souvent entre le back-office et le front-office, c'est-à-dire entre le lien, par exemple, l'ERP, l'outil de gestion en interne de gestion des stocks, et la boutique en ligne. Et c'est souvent à ce niveau-là qu'il peut avoir des difficultés techniques, mais très rarement sur la plateforme. Et alors, aussi, avant de se dire: «Est-ce qu'on a besoin d'une quelle plateforme je dois choisir?», mais on doit aussi se poser la question: «Est-ce que j'ai besoin d'une plateforme?». Et donc, on peut très bien vendre sur des places de marché, des marketplaces, hein, des Rakuten, Cdiscount, Amazon et autres marketplaces généralistes ou locales comme Nearshop. C'était des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant de vendre sur une place de marché où il y a déjà beaucoup de monde présent et auquel on n'a plus qu'à étaler ses produits? On peut aussi se poser la question: est-ce qu'on n'a pas intérêt à être sur des réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, et profiter de l'offre marketplace qu'ils proposent? Ou même se dire: on a des revendeurs, pourquoi ne pas les laisser vendre eux-mêmes leurs produits? Alors, il y a plein de solutions. Ici, l'objectif n'est pas de parler de ces différentes solutions. On peut comprendre que le choix est parfois cornélien, mais je vous rassure, ce n'est vraiment pas là que se trouve le défi de la réussite en e-commerce. Alors, autre cinquième mythe, c'est le mythe que c'est le design qui va faire la différence. Il faut un site qui flash, qui impressionne, et les ventes vont venir grâce à cela. Et si on n'a pas un bon site, ben, ça ne marchera pas.
Alors, vous connaissez tous Amazon. Vous savez qu'Amazon a plus que les moyens pour pouvoir se payer un site avec un design qui flash. Et ben, je ne pense pas que c'est, si je vous posais la question de citer les 3 sites les plus marquants, vous allez mettre Amazon là-dessus. Et pourtant, il fait, je pense, 250 milliards de chiffre d'affaires, hein. Et j'ai pris un autre exemple un peu plus proche, hein, Coolblue, une société hollandaise qui est bien maintenant, qui se développe très bien aussi en Belgique et dont le design est loin de flasher, mais au contraire, l'ergonomie est particulièrement soignée pour faciliter la prise de commande. Et bon, c'est un site qui marche très bien. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure d'entendre Olivier Sauvage, hein, qui va bien appuyer et expliquer de quelle manière on peut, avec l'ergonomie, rendre sa boutique en ligne plus efficace. Alors, la réflexion qu'on doit surtout se mener, c'est comment peut-on faciliter ce parcours client, un peu schématisé par cet entonnoir de conversion. Comment peut-on bien gérer le marketing en ligne pour que les gens viennent vers notre site, cliquent sur notre URL, comment les inciter à aller consulter nos fiches produits, comment les inciter à mettre le produit dans le panier, comment les inciter à payer et puis les fidéliser. Alors ça, nous avions eu l'occasion d'en parler lors de l'e-forum de l'année dernière sur ces différents éléments aussi pour faciliter le passage à la commande. L'élément, par contre, sur lequel il faut soigner, c'est la qualité des photos. Surtout que c'est quasiment qu'avec la vue, c'est le seul sens vraiment avec lequel on va pouvoir communiquer en ligne, contrairement à un magasin physique où si je vais chez Galère, par exemple, je serai envahi par l'odeur de ces macarons et du chocolat et le vendeur ou la vendeuse se fera un plaisir de me proposer de déguster cela pour me convaincre d'acheter. En ligne, c'est le visuel qui va me donner envie d'acheter et donc il faut particulièrement le soigner. Et là, si vous avez un peu de budget, la priorité doit être pas mise dans le design, mais dans la qualité des photos, par des shootings photos de professionnels ou par exemple, des appareils qui sont tout à fait adaptés à cela. Donc, expliquez aussi très bien comment fonctionne votre site. Faites un effort de bonne explication parce que le texte et le visuel vont être les outils pour bien communiquer. Alors, on peut aller encore un peu plus loin et rendre l'expérience utilisateur encore plus immersive, plus intéressante avec, par exemple, une application mobile de réalité augmentée et on peut voir virtuellement chez soi le meuble que l'on souhaite acheter. Alors, un 6e mythe, c'est le mythe qu'il y a des petits trucs et c'est grâce à ces petits trucs qu'on va pouvoir vendre. Et ces petits trucs-là, ça va être grâce aux réseaux sociaux que l'e-commerce va décoller chez nous. Ça, c'est une idée entraînée par le fait qu'il est tout à fait possible, évidemment, de communiquer sur les réseaux sociaux sans dépenser le moindre sou. Et si on a une petite communauté, on peut commencer à vendre en ligne. Mais souvent, cette communauté est quand même assez petite pour pouvoir vivre vraiment de son e-commerce. Alors, il y a des petits trucs un petit peu pour susciter l'intérêt, hein, comme mettre un petit peu à côté humain ou un animal. Hein, ça marche, mais ça suscite des clics, ça ne suscite pas des ventes. Et pour la petite histoire, c'est un community manager qui publiait ça et il a été tout étonné d'avoir été viré par son employeur par la suite parce qu'il avait communiqué tout le temps là-dessus et il disait à son employeur regardez tous les likes que j'ai eus à cela. Et l'employeur a dit écoutez, c'est très bien tous ces likes, mais moi, ce qu'il me faut, c'est des ventes. Et pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Donc, il s'est posé la question de l'utilité du community manager. Voilà. Parce que la réalité, c'est que souvent, ce n'est pas du tout évident de pouvoir communiquer correctement. Alors, j'ai pris un petit exemple pour rassembler un petit peu ce que j'estime un peu être les petits trucs qui marchent quand même pour susciter un peu du buzz et un peu de viralité dans ces communications. Avec ici un peu les trois ingrédients gagnants, un petit côté humain, un peu d'humour et montrer les coulisses. C'est tous des éléments qui suscitent un peu un intérêt dans la communication sur les réseaux sociaux.
Mais clairement, dans beaucoup de sites d'e-commerce, ce n'est pas grâce aux réseaux sociaux que l'on a beaucoup de clients. C'est souvent même d'ailleurs un des canaux qui génère le moins bon taux de conversion, comme vous le voyez en moyenne là-dessus. Heureusement, il y a des exceptions, mais ne vous dites pas c'est uniquement grâce aux réseaux sociaux que je vais pouvoir vendre. La plupart du temps, ça ne marchera pas comme ça. Voilà un exemple d'un site d'e-commerce où vous voyez que finalement, l'essentiel de ses ventes, c'est un site qui cartonne plutôt bien, c'est le référencement naturel, c'est un travail de longue haleine depuis des années. Ce site consacre de l'énergie à être bien référencé, à créer du contenu pour avoir le maximum de visiteurs grâce à ce canal-là. Il y a beaucoup de canaux. Il ne faut pas du tout penser qu'il y a un seul canal qui va marcher. C'est souvent une combinaison de différents canaux de marketing qui va mettre. Donc, le plus important, c'est d'analyser les chiffres, notamment de conversion de ces ventes, d'où viennent les ventes, et faire un travail de mesure et de correction, de rectifier le tir en fonction des résultats. Alors, 7e et dernier mythe, puisqu'on aime bien un peu les chiffres magiques. Beaucoup viennent nous trouver en disant « Ah, j'ai envie d'être le futur Amazon, le futur Zalando, le futur Pixmania ». C'est des rêves tout à fait sensés, évidemment, de pouvoir imiter ces grands pure players qui se sont fait un nom grâce au numérique et qui, c'est clair, ont réussi. Mais on pense souvent aux articles qui marchent le plus. Ici, voilà des statistiques sur la vente en Belgique, enfin les achats en Belgique en ligne. Il faut parfois aussi s'intéresser à ceux qui, pour l'instant, ne marchent pas aussi bien. Et je peux vous dire que ceux qui ont cru l'année dernière à la vente de produits alimentaires en ligne, ils sont frottés les mains, évidemment, en 2020. Pourtant, l'année dernière, ce n'était pas du tout le produit qui se vendait le plus en ligne, hein. On en parlera lors de la table ronde. C'est voilà, une opportunité. En Wallonie en particulier, un secteur qui marche très bien, c'est la pharmacie en ligne. On a vraiment des sociétés qui, au-delà du niveau national, ont plutôt cartonné. Et alors, on n'y pense pas suffisamment, je trouve, mais c'est le B2B aussi. Il y a encore énormément d'opportunités en B2B par rapport en B2C. Voilà quelques exemples de sociétés qui ont pu se lancer en B2B. Je vais citer aussi etilux.com, société à Liège, qui vend toute une série de produits, qui a d'ailleurs aussi bien exploité la situation en ayant une ligne de produits qui était tout ce qui était solution d'étiquetage, de code barre, de signalisation. Et bon, la crise a engendré beaucoup de demandes dans les entreprises de ce type de matériel. Voilà, c'était intéressant pour eux d'avoir une offre opérationnelle, et ça reste toujours évidemment en dehors des temps de crise utile. Encore d'autres exemples de B2B. Je trouve que c'est là où il y a encore beaucoup à défricher. Il y a plus d'opportunités encore à prendre à ce niveau-là. N'hésitez pas à creuser les possibilités en la matière. Voilà, j'avais un peu voulu montrer, démonter, mais aussi indiquer que derrière ces mythes, il y a des réalités. Et je voulais aussi indiquer quelques constats. Le constat, c'est que ce n'est pas toujours possible comme ça de se lancer sans capital financier, mais aussi humain, qu'il est important de vraiment bien veiller à la qualité du service après la commande, et au respect des réglementations. Les réglementations, ça crée la confiance. Quand on n'est pas en ligne, outre évidemment les problèmes qu'on peut avoir d'un point de vue purement juridique, on va perdre la confiance, qui est pourtant très difficile à obtenir. Donc, veillez à avoir les fonctions nécessaires sur votre site par rapport à vos process internes pour que l'intégration soit la meilleure possible. Soignez les photos, l'ergonomie, et penser que l'e-commerce, c'est à la rigueur ça qui me passionne le plus, c'est de voir qu'on, grâce au numérique, on peut tout le temps tester, analyser, rectifier, améliorer ce que l'on fait. Ce processus permanent d'amélioration, si on l'a en tête, eh ben, on peut se dire, je fais des essais,
Ça sera peut-être une erreur, mais je ne vais pas m'entêter dans une erreur, je vais au contraire pouvoir corriger. Et si j'ai essayé et que ça marche, ben, au contraire, je vais pouvoir amplifier mon action. Alors, toute une série de petites ressources pour aller plus loin là-dessus. Donc ici, en résumé, vraiment les 5 aspects à veiller, la stratégie, le marketing, l'ergonomie, le service et le respect de la réglementation. C'est vraiment 5 aspects à veiller. Et d'ailleurs, c'est les aspects qu'on accompagne le plus souvent les entrepreneurs. On vient souvent nous trouver pour l'un ou l'autre de ces aspects-là. Et ça, c'est un peu notre activité de faire en sorte qu'on puisse aider un e-commerçant à progresser sur ces aspects. On a eu l'occasion, ministre Willy Boursu aussi, à parler des aides en Wallonie en la matière. Il y a un système qui s'appelle les chèques maturité numérique, qui est quand même très intéressant. J'ai eu l'occasion de participer à un événement en France la semaine dernière, et bon, il nous jalouse un petit peu par ce genre de dispositif qui est assez intéressant pour aider les entrepreneurs. Donc, utiliser cela à bon escient, évidemment, puisque ça peut être une contribution jusqu'à 75% des honoraires d'un consultant qui peut vous accompagner dans votre projet. Et pour vous accompagner sur les aspects purement stratégiques, le choix d'un prestataire, choix d'un mode de paiement, choix d'une plateforme, sur les aspects rentabilité, optimisation, respect de la réglementation, ce sont des actions sur lesquelles toute une série de consultants comme nous pouvons vous aider. Voilà, des exemples de sociétés que nous avons eu l'occasion d'aider et des exemples aussi de cours que j'ai l'opportunité de pouvoir donner. Voilà, j'ai voulu un peu donner quelques petits conseils à ceux qui comptent se lancer, des conseils où je ne peux que vous encourager à faire le pas et peut-être à éviter quelques choses trappes qui peuvent tomber dans le parcours. Et c'est un petit peu ce que je souhaitais faire passer comme message.